Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Robert Barnes, l'avocat plaidant renommé, expert de la Constitution des États-Unis et également reconnu comme un excellent commentateur politique. Merci d'être venu dans l'émission. Oh oui, ravi d'être ici. Je voudrais donc discuter un peu avec vous de l'orientation d'America First et de l'économie américaine. Mais je pensais qu'un bon point de départ serait comment voyez-vous le concept de populisme? Autrefois, c'était un terme acceptable à utiliser. À une époque, de Barack Obama à Bernie Sanders, ils se définissaient comme populistes. Aujourd'hui, c'est presque devenu une insulte, quelque chose de peu souhaitable. Comment définissez-vous le populisme et son rôle croissant aux États-Unis? Il existe un bon livre sur le sujet, l'histoire mondiale étendue du populisme et de ses traits communs, intitulé Fixing the System d'Adrian Kuzminski, que je recommande. Je suis né populiste, vous savez. J'ai grandi dans le sud-est du Tennessee, avec des racines appalachiennes. Ma famille remonte jusqu'à la fondation du Rhode Island. Le populisme fait en quelque sorte partie du sang de la politique américaine. Il bénéficie simplement de degrés variables de reconnaissance dans le monde universitaire. Quand le monde universitaire apprécie le populisme, il le célèbre, mais le plus souvent, il le diabolise. Ainsi, s'il peut être associé à Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Barack Obama ou Bill Clinton, alors tout va bien pour lui. Lorsqu'il est plutôt associé à la droite, que ce soit George Wallace, Donald Trump, Ronald Reagan ou quelqu'un d'autre, tout à coup, c'est quelque chose qu'on rejette. Le grand politologue américain que je recommande vivement à quiconque souhaite comprendre la politique américaine est Kevin Phillips. Son meilleur livre est The Emerging Republican Majority, qui a servi de texte de campagne pour la campagne de Nixon. Mais bien qu'il semble s'agir d'un livre sur la campagne de 1968, il traite en réalité de toute l'histoire de la politique américaine et de la force et de la puissance du populisme. Le populisme est l'influence motrice de la politique américaine et repose sur la confiance accordée à l'individu. Je dirais qu'il s'agit d'un scepticisme à l'égard des grands pouvoirs concentrés, que ce pouvoir se trouve à Hollywood, à Wall Street, dans les grandes entreprises américaines ou à Washington. Peu importe où il se situe, il existe une méfiance envers cette accumulation institutionnelle du pouvoir, et les gens veulent davantage de pouvoir pour eux-mêmes. Qu'il s'agisse de l'ancienne tradition des pionniers américains, essayer d'obtenir sa propre ferme, de se nourrir soi-même et de posséder une propriété pour être autonome et indépendant, ou de larges pans du mouvement syndical comme l'AFL à sa création, on retrouve une expression diffuse du populisme. Mais c'est véritablement l'élan moteur et l'impulsion de la politique américaine depuis les origines de la fondation du pays. Il est facile de comprendre pourquoi les États-Unis seraient plus enclins au populisme, compte tenu de tout le moment révolutionnaire, l'accent mis sur les droits individuels et le fait que les gens soient très critiques envers les élites politiques, économiques ou culturelles, d'ailleurs, lorsqu'elles accumulent trop de pouvoir. Donc, toute cette idée du peuple qui résiste aux élites correspond sans doute davantage à l'esprit américain, je suppose, qu'à celui de l'Europe. Mais l'une des choses contre lesquelles ils ont tendance à se rebeller, cependant, c'est l'État profond, qui encore une fois porte plusieurs noms. Ils l'appellent « the blob », la bureaucratie permanente. Comment évaluez-vous cela dans le cadre du mouvement populiste qui a conduit, ou du moins mené, Trump au pouvoir également? Sans aucun doute. Je veux dire l'État profond, je pense à Peter Dale Scott à la fin des années 60, qui essayait de le décrire. Il a repris l'idée de l'État dual, qui avait été développée pour la première fois par un économiste et éditeur à la fin du 19e siècle. Comment peut-on avoir ces gouvernements administratifs qui fonctionnent de manière indépendante
et sont à l'abri des pressions publiques et politiques. Vous savez, les séries Yes, Minister et Yes, Prime Minister au Royaume-Uni ont un peu illustré cela au début des années 1980. C'est cette institutionnalisation et cette bureaucratisation du pouvoir qui échappe aux pressions politiques et publiques. La démocratie avec un petit D. En d'autres termes, l'État profond ressemble davantage à la définition européenne de la démocratie qu'à la définition populiste américaine de celle-ci. Certains d'entre nous le qualifieraient d'antidémocratique. Mais l'État profond américain a pris différentes formes. On pourrait soutenir que le régime royal britannique, contre lequel les Américains se sont révoltés pour déclencher la Révolution, était une sorte d'État profond, avec sa corruption administrative coloniale. Nous en avons vu une autre version émerger pendant la guerre de sécession. Certains suggèrent qu'il était derrière les tentatives d'assassinat, ou du moins complice. Cela s'est en quelque sorte effondré dans les années 1870 et n'a pas perduré. Un troisième effort est apparu pendant la Première Guerre mondiale, mais il y a eu une telle rébellion politique contre cette guerre aux États-Unis. À l'époque où nous avions de véritables républicains populistes comme le sénateur Gerald Nye du Dakota du Nord, qui dirigeait le comité d'enquête sur la Grande Guerre, travaillant avec le général Butler sur l'idée que la guerre est une escroquerie. Tout cela. Puis est venue la Seconde Guerre mondiale, qui fut le grand succès de l'État profond. Ils ont utilisé la guerre froide et l'après-Seconde Guerre mondiale pour établir et institutionnaliser leur pouvoir. C'est essentiellement un double État. Ces composantes administratives et bureaucratiques du gouvernement qui continuent de promouvoir un programme particulier, indépendamment de ce que veulent ou pensent les responsables élus. Petit à petit, ils s'emparent de ces institutions et gardent le contrôle de ce que le comité spécial du Sénat sur le renseignement était censé gouverner, réglementer et superviser. La communauté du renseignement créée par le sénateur Frank Church, qui lui-même avait été illégalement espionné par la NSA. Une partie de son inspiration remonte à l'époque où nous avions des figures populistes comme Church, originaire de l'Idaho. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Quiconque siège au comité du renseignement du Sénat finit par représenter la communauté du renseignement au Congrès, en la défendant, en la protégeant, en lui accordant l'immunité. Même lorsqu'ils dérapent un peu, comme Feinstein, ils les espionnent et s'en sortent, notamment en lien avec Guantanamo. Nous avons donc cet État profond institutionnel qui est bien enraciné, vous savez, un peu comme une pieuvre. Il a des tentacules partout, dans certaines parties des médias, dans certains cercles de réflexion, et il a fortement influencé le monde universitaire. Les gens oublient cet aspect du discours d'adieu d'Eisenhower en 1961. Lorsqu'il a mis en garde contre le complexe militaro-industriel, il mettait aussi en garde contre un État profond susceptible de corrompre la science. Et nous l'avons vu pleinement à l'œuvre dans la réponse au Covid. Ainsi, l'État profond est très puissant aux États-Unis, surtout dans l'ère post-guerre froide. Elle n'a rencontré une opposition significative qu'une ou deux fois, pendant la commission Church au milieu et à la fin des années 1970, sous la présidence de Jimmy Carter, et de manière sporadique avec Trump. Ils craignent Trump parce qu'il n'est pas sous leur emprise, même s'il a été incohérent dans son opposition à leur égard. Le simple fait d'être un adversaire, une personne prête à les remettre en question, fait de vous une menace existentielle. Et le pouvoir de l'État profond est réel. Il est palpable. C'est pourquoi ils s'en prennent, par exemple, au député Thomas Massie lors des prochaines élections. C'est, je le suggère, l'une des influences les plus pernicieuses, non seulement sur les États-Unis, mais sur le monde entier depuis un demi-siècle.
Voyez-vous donc le développement de l'Amérique d'abord? Comment pouvons-nous le conceptualiser? Car pour l'instant, cela semble signifier plusieurs choses différentes, souvent contradictoires à la fois. Cela paraît avoir ressurgi avec le mouvement populiste qui tente de contrer une partie de cette élite qui s'est enracinée au-delà du contrôle démocratique. Mais cela semble aussi lié à la reconnaissance que si les États-Unis se sont trop étendus, préserver l'Empire pourrait commencer à affaiblir la République. Est-ce une définition juste ou comment évalueriez-vous l'ensemble du mouvement America First? Je veux dire, l'Amérique a été fondée en opposition à l'idée d'empire. Mon vieux cousin John Quincy Adams disait « Nous ne partons pas à l'étranger à la recherche de monstres à détruire. » Depuis la fin de la guerre froide, c'est pourtant tout ce que nous faisons. Chercher des monstres à détruire, à exploiter. Ce qui distingue l'Empire américain des empires passés, c'est que ces derniers enrichissaient réellement la population laborieuse de leur nation. Ou du moins, c'était censé être le cas. Cela faisait partie du contrat, pas aux États-Unis. Notre empire s'est construit aux dépens de la classe ouvrière américaine, de sa prospérité, de ses vies et souvent de ses libertés, en particulier depuis l'ère post-11 septembre, même si cela remonte aussi à la guerre froide. Et c'est précisément cet ensemble que le mouvement America First a été créé pour combattre, afin de restaurer nos principes constitutionnels originels. Vous pouvez revenir en arrière et regarder le seul membre du Congrès qui a voté contre la résolution du golfe du Tonkin. Ce n'est pas une coïncidence s'il vient de la même région du pays que moi et que le député Thomas Massie, à savoir l'Est du Kentucky. C'était un républicain de la vieille école qui avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale, et il a dit que tout cela, c'était des foutaises. Revenez écouter les avertissements clairvoyants de gens comme le sénateur Taft, qui disait que l'OTAN serait une catastrophe, que l'OTAN serait un piège, et que nous ne devrions pas nous y engager. Regardez maintenant le conflit en Ukraine comme un parfait exemple de la catastrophe qu'a représenté l'OTAN pour les intérêts des Américains ordinaires, mais aussi pour la République constitutionnelle américaine, à laquelle certains d'entre nous croient encore, malgré ce qui se passe. Il y a donc le mouvement America First. Trump aime prétendre qu'il l'a créé. Trump est un excellent marketeur. C'est là sa véritable compétence. Pour être honnête, c'est un peu la limite de ses capacités parfois. Tout ce qu'il a fait, c'est lire la salle. Il lui suffisait d'écouter la radio pour entendre ce que les gens disaient, et il ne faisait que le répéter. Maintenant, il a effectivement quelques instincts qui remontent aux années 1980. Sur le commerce et le scepticisme à l'égard des engagements étrangers, mais il n'est pas le fondement ni le créateur du MAGA. Il en est la continuation et l'extension. Et tous les efforts pour réprimer ces rébellions populistes, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Allemagne ou ailleurs en Europe, on peut voler quelques élections ici et là. Ils les ont volées en Roumanie, ils les ont volées en Moldavie. De nombreux Américains pensent qu'ils l'ont volée en 2020 ici, aux États-Unis. Mais on ne peut la réprimer que pendant un certain temps, car ce qui la pousse, ce qui la motive aux États-Unis, c'est une longue histoire d'opposition à l'idée de s'enliser dans des conflits étrangers et de servir les intérêts d'un maître mondialiste étranger plutôt que ceux de la population américaine locale, que cela concerne le travail, nos vies ou notre liberté. Cela reflète aussi simplement la réalité sur le terrain. Les classes populaires en Amérique luttent depuis un demi-siècle. Elles en ont assez, elles sont épuisées. Et la nouvelle génération en a vraiment assez, elle aussi. Donc, que Trump réussisse ou échoue, le mouvement MAGA ne disparaîtra pas et le populisme ne fera que continuer à croître, pas à reculer. Donc, vous pensez que le mouvement MAGA est plus ou moins un peu détaché de l'idée America First.
parce qu'il semblait que l'un des messages les plus puissants de Trump était sa critique de l'OTAN. S'il y a bien une organisation qui a entraîné les États-Unis dans des engagements étrangers et sapé leurs intérêts nationaux, c'est l'OTAN. Je veux dire, pendant la guerre froide, j'aurais dit qu'il y avait un besoin d'alliance défensive contre les Soviétiques. Mais de nos jours, cela ressemble à une alliance militaire qui existe surtout pour gérer les menaces à la sécurité qu'elle crée elle-même, semble-t-il. Donc ma question courte est la suivante. Voyez-vous aujourd'hui le mouvement MAGA s'être séparé America First? Et qu'est-ce que cela impliquerait? Je pense que MAGA et America First restent encore très étroitement liés. La question est de savoir dans quelle mesure Trump incarne, reflète, exprime et traduit cela dans des politiques concrètes. Au sein de l'administration, celle-ci est meilleure que son premier mandat, mais loin d'être parfaite. Ce que Trump a, c'est avec Scott Bessent, un type qui est un protégé de George Soros et qui représente Wall Street. Il l'a choisi pour représenter Wall Street. Les gens s'imaginent un peu « Hey, c'est le président élu, ne devrait-il pas dicter la politique ?» En réalité, cela n'est probablement plus vraiment le cas aux États-Unis depuis environ un siècle. On peut entendre Barack Obama faire des déclarations de ce genre. On peut aussi entendre George W. Bush, Glenn Beck en a récemment parlé. Il a dit que peu importe qui arrive au pouvoir, quelqu'un d'autre tirera les ficelles. C'était Bush lui-même, un individu plutôt arrogant par nature. Et dans une certaine mesure, tout cet empire souffre du grand péché dont parle la tradition grecque, ou les grands mythes grecs, l'hubris. C'est ce que je vois avec l'OTAN. C'est ce que je vois avec l'État profond américain. Vous savez, si l'on regarde la définition clinique, une fierté excessive, le mépris des autres, un sens de la réalité affaibli. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux, que ce soit en lien avec l'Ukraine, la Chine, d'autres régions du Moyen-Orient ou d'autres parties du monde? Nous assistons à une déconnexion totale de la réalité. Nous voyons un mépris complet pour le camp opposé. Et nous voyons une fierté ridicule et démesurée. Ce n'est pas vraiment le MAGA. Il y a un aspect du MAGA qui est très patriotique, mais il ne faut pas le confondre avec l'attitude du type « America, fier ». C'est une petite frange de conservateurs baby-boomers qui, littéralement, disparaissent politiquement. Les gens de la classe ouvrière, surtout les plus jeunes, ne veulent rien avoir à faire avec ces guerres étrangères stupides. Ils ne veulent plus d'enchevêtrements étrangers. L'OTAN en est l'illustration parfaite. L'Ukraine, eh bien, le fait que nous continuions à donner de l'argent à Zelensky est tout simplement une honte pour les États-Unis. C'est pourquoi Trump doit faire de grands efforts pour prétendre qu'il ne le fait pas. Il dit qu'il le donne à l'OTAN. C'est comme, eh bien, qui finance l'OTAN? Vérifiez, toujours nous. Donc tout cela ressemble à notre système d'intelligence artificielle pour le développement économique. Tout le monde se verse de l'argent en cercle. Et nous avons quoi? 90 à 95% de notre PIB, selon une étude de Harvard, mobilisé l'année dernière uniquement par la croissance de l'IA. Et quand on examine cette croissance de l'IA, c'est comme ceci. C'est comme une grande transaction circulaire. Le mouvement MAGA ne va nulle part. America First ne va nulle part. Trump aime faire semblant de l'avoir inventé, mais en réalité, c'était une attaque du New York Times. En 2016, le New York Times a dit « Oh mon Dieu, c'est comme dans les années 1940, le mouvement America First contre la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. » Et Trump s'est dit « America First, oh, c'est génial, je vais utiliser ça. » Et c'est de là qu'il a eu l'idée. Il l'a simplement volé au New York Times qu'il avait utilisé comme une insulte. Mais il ne l'a ni créé, ni inventé, ni initié. Maintenant, à la Maison-Blanche, il y a les personnes qui représentent le mieux cela. Trump oscille, certains jours il est pour America First, d'autres jours il veut satisfaire les puissants intérêts institutionnels du pays.
Et c'est pourquoi Scott Bessent représente Wall Street. Rubio incarne le type d'establishment néolibéral et néoconservateur des groupes de réflexion du département d'État et par extension le complexe militaro-industriel et l'État de surveillance. Ces hommes défendent donc ses intérêts et non ceux des électeurs américains. Ensuite, il y a ceux qui représentent les électeurs américains et qui disposent d'un capital, car leur capital, c'est le soutien populaire. Le vice-président Vance, Tulsi Gabbard, le directeur du renseignement national et Robert Kennedy, secrétaire à la santé et aux services sociaux. Dans une certaine mesure, Witkoff représente le versant MAGA de Trump, tandis que Rubio incarne le contrôle institutionnel des donateurs de l'État profond sur Trump. Et parfois, certains commencent à se demander si Trump dirige réellement sa propre politique étrangère. La façon dont il change d'avis d'un jour à l'autre donne presque l'impression qu'il laisse les autres dicter le résultat à sa place. Le cœur du mouvement MAGA est toujours là. Le cœur de l'Amérique d'abord est toujours là. Argentine d'abord, Ukraine d'abord, Israël d'abord, tous les autres pays d'abord. Il passe tout son temps à l'étranger. C'est pas l'Amérique d'abord. Il sape et sabote sa propre présidence, et il ne s'en rend compte qu'en partie, parce que les gens qui dirigent Washington sont totalement déconnectés du reste du pays. Il n'y a pas de meilleur signe de la décadence de l'Empire américain, de la puissance et de la prospérité américaine, que le fait que certaines des communautés les plus riches du monde soient les banlieues du district de la corruption. Vous savez, les banlieues de Washington, D.C. Comment se fait-il que ces endroits soient les plus riches? Le signe d'une société en croissance, florissante et productive, c'est qu'elle fabrique des choses et que la région la plus prospère du pays en soit le reflet. Chez nous, c'est tout le contraire. C'est la classe politique parasitaire de D.C. qui en profite. La question est donc de savoir dans quelle mesure Trump peut être une figure transformatrice, nous ramenant à nos racines constitutionnelles. Ou bien n'est-il qu'une figure de transition, nous éloignant de la fin de l'Empire pour nous ramener à nos racines populistes. Mais je crois que dans un cas comme dans l'autre, c'est ce que le public américain veut. C'est ce que le peuple américain continuera d'exiger. Et les faiblesses ou les limites de Trump ne feront que révéler la nécessité de réformes institutionnelles comme remède ultime. Eh bien, sur toute cette plateforme sur laquelle Trump a fait campagne, passer de l'Empire à l'Amérique d'abord, comme vous l'avez suggéré, il a changé d'avis plusieurs fois. Il y a toujours ce débat selon lequel certains pensent qu'il cherche simplement à apaiser les faucons, les mondialistes, si vous voulez, au sein de son propre camp, parce que Washington, bien sûr, n'est pas entièrement avec lui sur cette question, et que l'État profond est toujours bien présent. D'autres disent que tout a été complètement capturé. Penchez-vous alors vers une troisième option, qui n'a jamais vraiment eu le contrôle dès le départ. Ou comment interprétez-vous cela? Eh bien, pour commencer, afin de poursuivre sur ce point, un bon cas d'étude serait ce récent va-et-vient avec les Russes. Comme vous vous en souvenez, il était très strict. Il allait lancer un compte à rebours. Les Russes devaient accepter un cessez-le-feu inconditionnel, sinon il y aurait de lourdes conséquences. Et vous savez, le délai a expiré, ils ont décidé de se rencontrer en Alaska. Et il est revenu en disant, eh bien oui, un cessez-le-feu inconditionnel, ce n'est pas la paix du tout. Et nous devons nous attaquer aux causes profondes. Ensuite, il devait revenir vers les Russes, et maintenant il parle soudainement à nouveau du cessez-le-feu. Je veux dire, ils sont assez confus à Moscou. Que s'est-il passé? Nous avions une discussion, nous avancions, et puis il revient en arrière. Est-ce qu'il n'a plus le contrôle, ou est-ce simplement qu'il manque d'honnêteté avec les Russes? Essaie-t-il d'apaiser les faucons? C'est très difficile de comprendre ce qui se passe là-bas en ce moment. Trump n'a qu'un contrôle partiel.
Les gens imaginent que si vous êtes élu président des États-Unis, vous avez le plein contrôle. Mais le président Kennedy le pensait aussi, et ils l'ont assassiné. Robert Kennedy a essayé de reprendre le pouvoir, et ils l'ont assassiné. Richard Nixon a tenté d'installer sa propre base de pouvoir, peut-être pour de bonnes, peut-être pour de mauvaises raisons, mais ils l'ont destitué et l'ont écarté de la présidence. Jimmy Carter a essayé de lancer de petites contestations ici et là, et ils ont détourné sa présidence avec l'affaire des otages d'Iran-Contra, qui a vraiment commencé vers la fin de son propre mandat. Ensuite, vous savez, Reagan n'a jamais vraiment eu l'intention d'affronter l'establishment de l'État profond. Il était largement intégré à leur cercle. Poppy Bush, George W. Bush, même chose. Bill Clinton, Obama, même chose. Biden, même chose. Aucun de ces dirigeants n'a jamais vraiment remis en cause ou contesté de manière significative cette base de pouvoir. C'est ainsi que Poutine décrivait autrefois les présidents américains. Il disait « Je pense qu'ils veulent tous vraiment arriver et changer les choses, mais ensuite les hommes en costume gris arrivent, et ce sont eux qui dirigent. » Ainsi, Poutine a toujours eu une bien meilleure compréhension de la politique présidentielle américaine que presque n'importe quel autre dirigeant étranger, à mon avis. Je pense que c'est pour cela qu'il a été doux, généreux et très diplomate pendant toutes les crises de colère de Trump au cours des 6 derniers mois. Il comprend quelles sont les pressions, et il comprend à quel point Trump est réellement limité, du moins dans sa propre perception de lui-même. Je veux dire, prenons quelqu'un comme Eisenhower. Voilà un homme qui... Pourquoi a-t-il attendu son discours d'adieu pour parler de ce qui devenait une menace sérieuse et systématique pour l'avenir de la liberté constitutionnelle? Il jugeait cela assez grave pour y consacrer tout son discours d'adieu. Mais il n'a pas eu le courage de le contester pendant son ascension au pouvoir dans les années 1950. Et puis regardez Trump, chaque fois qu'il s'est un peu écarté de cette ligne. Quand il a dit « entendons-nous, l'Amérique ne s'en porterait-elle pas mieux si nous nous entendions avec la Russie, si nous nous entendions avec Poutine ?» Il a dit en 2015, c'est ce qui a déclenché l'enquête sur le Russia Gate à partir de ce moment-là. Ensuite, il obtient Mueller et ils essayent d'inculper et d'enquêter sur chacun de ses amis ou membres de sa famille. Après cela, il s'attaque à l'Ukraine. Il dit quelque chose comme « Peut-être devrions-nous attendre avant d'envoyer plus d'armes à l'Ukraine, juste pour s'assurer que tout n'est pas corrompu. » Il est destitué en moins de 2 semaines. Puis, il tente de contester certains aspects de l'élection de 2020. Que font-ils? Ils le destituent à nouveau. Et après cela, ils l'inculpent non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 fois différentes. Ils essayent de le ruiner non pas 1, ni 2, mais 3 fois avec des procès complètement bidons. Et ils essayent de le tuer non pas 1, mais 2 fois. Et le deuxième type avait des liens avec l'Ukraine partout, qu'ils ont essayé de dissimuler autant que possible. Donc si vous êtes Trump, le message que vous recevez, c'est qu'au moment où vous déviez, ne serait-ce qu'un peu, les ennuis arrivent pour vous de la manière la plus personnelle qui soit. Ainsi, dans la mesure où il est capable de faire ce pas, il se sent limité. Et dans la mesure où Rubio réagit fermement, ou Glenn Dyson réagit fermement, ou Ratcliffe à la CIA, qui ne fait que recycler des informations sur l'Ukraine, il leur transmet simplement tout ce que disent l'Ukraine et les Britanniques. C'est pourquoi notre renseignement sur l'Ukraine est catastrophique en interne. Le bureau ukrainien du département d'État est essentiellement composé des mêmes personnes que lorsque Victoria Nuland y était. C'est pourquoi vous avez même quelqu'un comme le vice-président Vance qui veut que nous sortions de ce conflit et dont les penchants sont beaucoup plus orientés America First, se faire nourrir de fausses informations et de faux renseignements par notre propre département d'État, notre propre CIA et notre propre Pentagone. Les gens du Pentagone diffusent constamment
de faux renseignements. C'est pour cela que vous avez ce cinglé qui parle de la possibilité d'envahir Kaliningrad, sans problème. On a l'impression d'être revenu dans les années 1950, quand il y avait des types comme Curtis Bombs Away LeMay, qui avaient hâte de larguer la bombe sur le prochain pays. Vous savez, tous ces généraux, après avoir gagné la Seconde Guerre mondiale, disaient « Nous avons l'arme nucléaire, personne d'autre ne l'a, allons bombarder l'Union soviétique. » Allons bombarder la Chine. Nous pourrions diriger le monde. Tu lis leurs documents internes. Dr. Folamour n'était pas vraiment un film de fiction, c'était un documentaire. Et maintenant, certains de ces cinglés sont de retour au sommet du Pentagone. Hegseth n'est pas capable de les discipliner de manière significative. Quelqu'un comme McGregor aurait pu le faire, et je pense que ce fut une erreur de l'administration Trump de ne pas le rappeler. Mais le lobby israélien a utilisé son pouvoir disproportionné au sein du Parti républicain, en particulier Miriam Adelson et d'autres, pour bloquer des gens comme McGregor et écarter d'autres réformateurs du département d'État et du département de la Défense. Donc à mon avis, Trump était un président élu pour mettre fin à tout cela. Mais il ne sent pas qu'il a la liberté ou l'aisance du pouvoir pour le faire. C'est pourquoi il essaye toujours d'obtenir l'adhésion de tout le monde, ou du moins de faire face au minimum de résistance. Il essayait de conclure un accord avec Poutine qu'ils accepteraient. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas l'accepter, car la Russie est une question existentielle pour le camp mondialiste. Perdre l'Ukraine serait un désastre humiliant pour la vision mondialiste du monde, et ils ne peuvent pas l'admettre. Dans 10 ans, ils feront encore semblant de gagner. Je veux dire, ce sera comme cette scène dans Monty Python, Sacré Graal. Le chevalier a perdu ses 4 membres, les 2 bras et les 2 jambes, et il continue de dire « Oh, ce n'est qu'une petite égratignure, juste une petite égratignure. » Chaque fois que j'entends Ukraine, j'entends beaucoup de propagande, de la slopaganda. Vraiment, c'est mon point de vue. Je crois que Trump a encore de bons instincts. Les gens se moquent de lui, disant qu'il veut un prix Nobel de la paix et tout ça. Mais je préfère encore que mes présidents recherchent la paix et veuillent être connus pour la paix plutôt que pour la guerre. Je pense que cet instinct existe, qu'il est réel et qu'il essaiera toujours de trouver des moyens de l'exprimer. Mais il se sent très contraint par le complexe militaro-industriel, l'état profond et le contrôle des donateurs dans la politique américaine. C'est pour cela qu'on voit ces revirements incessants, encore et encore. C'est intéressant que tu aies qualifié Dr. Strangelove de documentaire, car il était en réalité inspiré de la Rand Corporation, qui est le groupe de réflexion de la communauté du renseignement, pour résumer la pensée folle qui y régnait. Donc oui, je pense que tu tiens quelque chose, mais il semble que l'élan envers la Russie prenne désormais une tournure très sombre, car, comme tu l'as suggéré, les Russes reconnaissent en quelque sorte que Trump a des limites. Dans de nombreux domaines, il peut se montrer très faible sous la pression. Mais d'un autre côté, il n'y aura jamais un autre Trump. Je veux dire, de Washington, il ne sortira personne qui veuille s'entendre avec la Russie, qui veuille voir s'il est possible de défaire les 100 dernières années de mauvaises relations. Mais à cause de cela, ils semblent disposés ou désireux d'éviter toute escalade, au point de laisser leur capacité de dissuasion s'affaiblir de plus en plus. Et maintenant, bien sûr, Trump arrive en force, avec les sanctions contre les compagnies pétrolières russes, mais aussi en parlant désormais de frappes à longue portée en Russie, qui seront probablement menées par des opérateurs occidentaux utilisant des armes occidentales avec un ciblage occidental. Donc, encore une fois, c'est une guerre directe. Et en Russie, les efforts de Poutine pour se rapprocher de Trump ont un coût énorme, car une forte pression monte pour rétablir la dissuasion.
Et je m'attends dans les jours et les semaines à venir à ce que le ton venant de Moscou devienne bien plus virulent, du genre « c'est la limite ». Ils vont tracer une ligne rouge claire. Et encore une fois, si l'OTAN veut porter la guerre en Russie, alors la Russie devra réagir. Des temps dangereux s'annoncent, mais l'État profond qui siège aux États-Unis, jusqu'où est-il prêt à aller? Parce que, encore une fois, il me semble, du moins de mon point de vue, que nous nous rapprochons très sérieusement d'une guerre. Je pense que si ça ne tenait qu'à l'État profond, ils croient vraiment pouvoir gagner une guerre nucléaire limitée. Et on a vu des chercheurs, des universitaires et des groupes de réflexion avancer ces idées au cours des 5 dernières années. C'est à quel point ces gens sont fous. Pour ma part, je pense que Trump n'a jamais eu l'intention d'envoyer des Tomahawks. Je continue de penser qu'il ne le fera jamais. Je sais qu'il y a beaucoup de scepticisme à cause de sa rhétorique et de son langage, mais si l'on regarde ce que Trump essaie surtout d'éviter, c'est que le Sénat le force à imposer des sanctions de 500% au monde entier en lien avec le pétrole russe, ce qui ferait couler l'économie américaine et ferait flamber les prix. Ce n'est pas parce qu'il se soucie de la Russie d'une manière ou d'une autre. C'est parce qu'il comprend l'effet intérieur. Son principal atout pour maîtriser les prix, même s'ils restent trop élevés, a été le coût de l'énergie. Il perd cet avantage dès qu'il y a de véritables sanctions contre la Russie. L'autre chose, c'est que Trump a l'habitude de faire de grandes déclarations. Je recommande aux gens de suivre le département d'État, la Maison-Blanche et le département du Trésor. Ces petits communiqués d'ordre exécutif ou de certification, et de les regarder créer d'énormes échappatoires. Vous savez, comme pour l'Inde, l'une des personnes clés impliquées dans le raffinage indien est proche de la famille Trump. Il n'y a aucune chance que ce type se fasse avoir. Donc, par exemple, en Allemagne, ils ont découvert qu'ils détenaient encore des participations résiduelles liées aux mêmes entreprises russes qui ont été sanctionnées. Alors ils courent partout pour demander des exemptions. Regardez Trump, il a même fait ça avec l'Inde. Il annonçait des sanctions de 50%, puis quand on regardait les tarifs, on voyait qu'en dessous, il avait exempté environ 80% des produits. Il a l'habitude de faire quelque chose de très fort sur le plan rhétorique, puis de l'édulcorer complètement sur le plan de l'impact politique, afin d'éviter les retours de bâton. Je pense qu'il ne veut vraiment pas, enfin je pense qu'un message que Poutine lui a fait passer très clairement, c'est que ce serait une véritable ligne rouge si des Tomahawks ou quelque chose de comparable était utilisé. Trump a compris le message. Cela ne veut pas dire que le Pentagone ne court pas partout en disant aux gens « Eh, nous donnons à l'Ukraine les moyens de mener des bombardements à long terme avec un soutien logistique et en renseignement. » Et en reliant cela au Wall Street Journal. Ils se sont simplement un peu emballés. Trump n'a aucun intérêt à ce que cela se produise. C'est pourquoi il l'a publiquement nié. Je pense que vous verrez Trump faire marche arrière. Il essaiera d'éviter cela. Souvent, il parle très fort, puis il fait quelque chose comme en Syrie. Oh oui, nous allons faire quelque chose, lors du premier mandat. Et ensuite, nous bombardons un aéroport vide après les avoir appelés pour les prévenir 9 heures à l'avance. D'accord. Donc Trump a une habitude. Par exemple, regardez l'Iran. Vous savez, oui, il s'implique dans les frappes, il soutient l'effort israélien. Mais que fait réellement les États-Unis? Peut-être qu'on frappe quelque chose là-bas, peut-être qu'on touche juste le flanc d'une montagne. Qui sait? Donc je me concentrerai davantage sur ce qu'il fait réellement que sur sa rhétorique et son langage. Je pense que Poutine a joué cela de manière très intelligente, même si politiquement cela lui a valu beaucoup de réactions négatives en Russie. Mais ignorez la rhétorique de Trump. Regardez ce qu'il fait.
À mon avis, ce qu'il fera, c'est essayer de minimiser tout ce qui pourrait être une escalade envers la Russie, tout en essayant d'équilibrer les dynamiques de pouvoir à l'intérieur des États-Unis. Il n'a pas vraiment à négocier, ni avec Zelensky, ni avec Poutine. Il négocie principalement avec l'État profond américain et le complexe militaro-industriel, ce qu'ils le laisseront faire et ce qu'ils ne lui permettront pas. Voilà la situation politique. Il donne au vice-président Vance un cours accéléré sur l'ampleur et la portée du problème aux États-Unis que Vance a personnellement expérimenté, ayant reçu de fausses informations. Trump a, par exemple, reçu de fausses informations sur Israël, ce dont Witkoff a désormais parlé publiquement, affirmant que la CIA, le Mossad, le département d'État et Marco Rubio lui mentaient sur ce que le Hamas ferait ou ne ferait pas. Ils font exactement la même chose en ce moment à propos de la Russie et le même genre de choses, dans divers contextes, à propos de la Chine. Donc vous voyez maintenant qu'il y aura probablement un accord conclu avec la Chine, car la Chine détient le monopole du raffinage des terres rares que nous ne pourrons pas remplacer de sitôt. Trump va donc reculer sur son objectif principal, qui était de remodeler la relation entre les États-Unis et la Chine et de réindustrialiser l'Amérique. Malheureusement, cela va probablement marquer un recul à cause de cette situation. Mais il commence à percevoir et à reconnaître l'ampleur et la portée de la désinformation et de la malinformation provenant de notre propre département d'État, de la CIA et du Pentagone, car l'État profond contrôle toujours les sources d'information. Et c'est ainsi qu'ils maintiennent leur emprise sur des personnes comme Trump. L'autre moyen, c'est le contrôle par les donateurs, les groupes de réflexion et la presse. On ne voit qu'un seul récit aux États-Unis. Si vous cherchez à savoir comment l'économie russe s'est comportée au cours des 5 dernières années, via l'IA, une recherche Google, peu importe, vous obtiendrez de fausses informations provenant de centaines de sources. C'est accablant. Pourtant, si vous consultez la Banque mondiale, entre autres, elle dira que oui, l'économie russe s'en est en réalité plutôt bien sortie. De façon incroyable, ces informations n'étaient pas transmises au vice-président, ni au président des États-Unis. Voilà où nous en sommes. Ils monopolisent l'information. Ils exercent un contrôle à travers les donateurs, les think tanks et le monde universitaire, ce qui continue de fausser la politique étrangère américaine, tandis que Trump tente, de manière sporadique et erratique, de faire respecter la volonté des électeurs pour nous sortir de ces guerres insensées. En essayant de sortir l'Amérique de ces guerres insensées. C'est d'ailleurs sur cela que Trump avait fait campagne. Mettre fin aux guerres sans fin, faire la paix avec la Russie, réduire la dette. Mais en cours de route, je me demande dans quelle mesure il y a un risque que toute sa présidence se désagrège, car il a perdu des alliés en chemin à cause de la question de la dette. Il a perdu Musk à cause des guerres étrangères. Il a perdu des gens comme Tucker Carlson. Mais dans l'ensemble, il semblait que trop de problèmes s'accumulaient, de Gaza à l'Iran. L'affaire syrienne n'avait pas bonne allure. L'image de, vous savez, serrer la main et complimenter le chef de l'État islamique, ce n'est pas très flatteur. Mais aussi, bien sûr, maintenant qu'il se joint au mouvement, passant de la critique de Zelensky à son étreinte. Toutes ces choses semblent s'accumuler. Et puis, bien sûr, le grand final semblait devoir être l'affaire Epstein, dont il ne pouvait pas sortir du cycle médiatique. On avait l'impression que tout pouvait se défaire. Mais maintenant, les médias semblent lâcher prise sur Epstein. Pensez-vous que l'ensemble de la présidence pourrait encore se déliter ou qu'elle est en train de se stabiliser? Eh bien, c'est comme si la présidence de Trump était l'un de ces shows de télé-réalité. Il faut maintenir le suspense. Alors branchez-vous la semaine prochaine. Peut-être une guerre nucléaire, peut-être pas.
C'est malheureusement ce genre de drame. Je pense que nous continuerons à en voir tout au long de l'année prochaine. Si Trump ne change pas de cap sur certaines de ses politiques étrangères, s'il ne nous retire pas d'Ukraine, s'il relance les tensions, si Gaza s'embrase de nouveau, si l'Iran revient dans le jeu, s'il se laisse entraîner dans un conflit de type vénézuélien, peut-être avec la Colombie ou ailleurs, alors il sera perçu comme ignorant les problèmes intérieurs, les coûts de santé incontrôlés, les prix généraux des biens essentiels qui s'envolent. Nous rencontrons des problèmes de crédit dans le système financier. L'ensemble de l'économie immobilière est complètement paralysé ici aux États-Unis. Les prix du logement sont beaucoup trop élevés pour que la plupart des gens puissent acheter, ce qui crée un écart plus important entre acheteurs et vendeurs que jamais dans l'histoire américaine. Les taux d'intérêt restent obstinément élevés. L'inflation sur les biens essentiels du quotidien ne baisse pas suffisamment pour satisfaire sa base électorale. Selon l'enquête sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, les gens sont plus inquiets du chômage au cours des 6 prochains mois qu'à tout autre moment en dehors de la crise financière mondiale de 2008. Il semble donc que nous nous approchions d'une récession. Et que se passe-t-il si la bulle est vraiment une bulle? Et que se passe-t-il si elle éclate? Et que se passe-t-il si elle éclate au milieu de tout cela? Alors que le système des eurodollars peine déjà à maintenir le moteur en marche, comme on le voit sur les marchés mondiaux de liquidités financières et sur les marchés des pensions ici aux États-Unis. Si l'on additionne et agrège tout cela, il court un risque majeur, vraiment majeur. Il a ces lignes rouges fracturées qui, s'il les franchit, pourraient fissurer toute la base. Il sera lourdement battu lors des élections de mi-mandat de 2026, même s'ils parviennent à redécouper les circonscriptions, même s'ils gagnent devant la Cour suprême sur la restauration de certaines parties du Voting Rights Act, d'une manière qui leur permet d'ajouter 12 à 15 sièges républicains. S'il perd la Chambre, la dernière partie de son mandat sera pratiquement morte-née. Il ne pourra rien faire sur le plan législatif. Tout le monde sera destitué ou fera l'objet d'enquêtes pendant 2 ans, et il deviendra très limité dans ses actions. Il a donc environ 1 an de marge pour agir et accomplir quelque chose. C'est pourquoi ceux de la base MAGA encourageaient le rapprochement avec la Russie en août, pendant que le Sénat était en congé, car lorsque le Sénat revient, il cause toujours des problèmes. Ils veulent imposer ces sanctions de 500%, couler l'économie et nous distraire indéfiniment, parce qu'ils sont de véritables va-t-en-guerre et des partisans du complexe militaro-industriel, et c'est toujours dans cette direction qu'ils vont. Mais on le voit déjà, il y a un très grand et très bon challenger populiste, Paul Downs, qui se présente contre Lindsey Graham en Caroline du Sud. Il y a aussi tout un groupe de challengers populistes face au sénateur de Louisiane, qui bloquait Robert Kennedy sur diverses questions liées au mouvement MAGA. Donc tout cela, il doit y revenir, il doit s'y consacrer et y recentrer son attention. Mais cela ne peut se produire que s'il règle ces différends mondiaux et ne s'y implique pas davantage. En revanche, s'il reste empêtré dedans, s'il reste distrait et que ces problèmes continuent de couvert ou même d'exploser à la figure, alors oui, le mouvement MAGA subira un revers temporaire, et son second mandat sera en quelque sorte une présidence perdue, une occasion manquée. Mais je le verrai alors simplement comme une phase de transition. C'est une transition vers ce qui arrive, quelque chose de transformateur. Le populisme aura son heure et fera entendre sa voix à Washington tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. La seule question est de savoir s'il doit se former dans une expression plus radicale, plus spectaculaire, ou si nous pouvons continuer à le faire à travers les processus démocratiques et les partis institutionnels que nous avons actuellement. Parce que s'ils ne le font pas,
Il suffit de demander aux conservateurs et au Parti travailliste au Royaume-Uni comment le fait d'ignorer le populisme, c'est terminé pour eux. Ce sont deux partis qui ont dominé la politique britannique pendant un siècle et qui pourraient ne plus exister de manière significative dans 5 ans. La même chose arrive aux deux partis ici, aux États-Unis, s'ils continuent d'ignorer la volonté du peuple. Ma dernière question concerne l'aspect juridique. Comment Trump s'en sort-il actuellement en matière de respect de la loi, notamment sur des questions comme les tarifs douaniers? Le droit n'est pas vraiment mon domaine, mais dans quelle mesure peut-il faire tout cela de son propre chef, tout en restant dans la légalité? S'il était resté dans les limites de ce que le Congrès avait autorisé, donc constitutionnellement, le Congrès a le pouvoir d'imposer des tarifs. Mais la Cour suprême a déclaré qu'il pouvait déléguer au président la méthode, le montant et les personnes visées par ces tarifs dans certaines circonstances. Ces circonstances exigent une urgence économique nationale. Trump a identifié cette urgence comme étant le déficit commercial important et la désindustrialisation du pays. Nous ne déclinons pas à l'échelle ou à la vitesse de l'Allemagne en ce moment, mais nous déclinons depuis un demi-siècle en matière de production industrielle et de domination. Et ça a dévasté le Midwest industriel de l'Amérique, un peu comme les régions centrales du Royaume-Uni et d'autres endroits similaires, les Midlands. C'est très semblable ici aux États-Unis, à tel point que nous l'appelons en fait la ceinture de rouille plutôt que le Midwest. Et donc ces régions qu'il avait été élu pour sauver, restaurer et revitaliser grâce à la politique tarifaire, en ramenant l'ancien plan américain d'Alexander Hamilton et d'autres pour reconstruire la puissance industrielle, étaient essentielles. Le problème, c'est qu'il s'est tellement enthousiasmé pour cet outil qu'il a décidé de l'utiliser un jour sur deux. Oh, le Canada m'a offensé avec une publicité. 10% de droits de douane pour vous. Bolsonaro a des ennuis au Brésil à cause de sa querelle avec Lula. 50% de droits de douane pour vous. Bref, d'eau d'hydroessence. Cela a sapé sa crédibilité. Même si ce n'est pas juridiquement ce qui est soumis à la Cour suprême, les droits de douane supplémentaires ne sont pas devant la Cour. Les droits de douane initiaux le sont. Mais cela influence le débat. L'audience orale aura lieu le 1er novembre. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que Trump conclurait un accord avec la Chine. Il ne peut pas être en conflit tarifaire avec la Chine lorsque cette audience aura lieu le 1er novembre. Ces droits de douane de 100% étaient donc du pur bluff. Il n'allait pas faire cela, sachant que la grande bataille se joue là. Les marchés de paris et de prévision estiment qu'il y a environ 60% de chances qu'ils perdent devant la Cour suprême. Pour donner une idée de la catastrophe politique que ce serait, Trump devrait rembourser tous les droits de douane. Cela créerait donc un énorme problème budgétaire, car il a utilisé les recettes tarifaires pour masquer, pour dissimuler certains des problèmes que nous avons. À mon avis, s'il s'en était tenu au programme initial de politique industrielle, il aurait eu suffisamment de marge de manœuvre juridique dans le cadre législatif et les fondements constitutionnels pour obtenir l'adhésion de la Cour suprême, en particulier du libertarien Gorsuch, des constitutionnalistes traditionnels Alito et Thomas, ainsi que du groupe plus institutionnaliste formé par Barrett, Roberts et Kavanaugh. À présent, il risque réellement de perdre le pouvoir de faire passer les tarifs, car il a choisi de les traiter comme des sanctions. Il a attrapé la maladie de l'humer, il a contracté ce virus politisé, et cela a peut-être malheureusement endommagé le pilier central de sa politique économique. Mon attrait initial pour Trump, ou plutôt la raison pour laquelle j'étais optimiste, très optimiste au début, venait du fait qu'il semblait pencher un peu vers l'idée de l'économie hamiltonienne,
c'est-à-dire que je suis un grand partisan du nationalisme économique. Donc quand j'entends parler d'Alexander Hamilton et de Friedrich List, j'y vois le principal instrument permettant aux États-Unis de raviver leur puissance économique. Et vous avez aussi lié cela à la fin de toutes les guerres, à la paix avec la Russie, à la fin du surmenage impérial. Je pense que c'est une excellente combinaison. Mon pessimisme apparaît quand je vois Trump utiliser les tarifs douaniers pour menacer l'Espagne d'augmenter son budget militaire. C'est là que je me dis qu'il a un peu déraillé. Ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais lu dans les travaux d'Alexander Hamilton. Mais, vous savez, non, c'est très étrange à observer. Mais comme je l'ai dit, la question principale est de savoir s'il contrôle vraiment la situation ou non. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Ce fut un grand honneur de vous avoir dans l'émission. J'espère que vous pourrez revenir une autre fois. Eh bien, laissez-moi simplement terminer en demandant où les gens peuvent vous trouver. Oh, bien sûr. Donc, pour tout ce qui concerne la géopolitique, le droit et les autres sujets politiques, vous pouvez les trouver sur deux sites différents. Le premier est vivabarneslaw.local.com. C'est le même endroit où vous pouvez trouver theduran.locals.com. Ils font également un excellent travail, bien sûr. Et puis, il y a sportspixlocals.com pour les marchés de prédiction, les marchés politiques et les marchés électoraux. Nous avons eu beaucoup de succès jusqu'à présent dans les élections de cette année. Et maintenant, vous pouvez échanger sur la géopolitique comme n'importe quel kidam. Vous n'avez plus besoin d'être un initié de Wall Street pour obtenir ces opportunités. Donc, c'est sportspix.locals.com et vivabarneslaw.locals.com. Les meilleurs endroits pour obtenir toutes les analyses et les réflexions que nous partageons avec le public. Merci, ce fut un grand plaisir. Maurice.